Bienvenue dans Mobility TV pour cette nouvelle émission autour de la stratégie d'Uber. Il y a beaucoup de questions autour du phénomène d'ubérisation dans le domaine de la mobilité. On va en parler donc avec nos invités. Je reçois autour de la table Céline Dubois. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes donc de Cityscoot. Tout à fait, en charge du développement. Voilà, et Cityscoot, vous allez nous présenter précisément les activités en fait tout à l'heure. Thibaut Guérin. Bonjour, enchanté. Bonjour. Fondateur de la société Félix. Félix, même chose, vous allez nous présenter Félix en fait tout à l'heure. Et puis Yann Azran, alors vous êtes plus un peu observateur, si je puis dire. Observateur-acteur également. Observateur-acteur, ouais. Je dirige une agence qui s'appelle Addon, qui est dédiée au transport et qui a organisé la semaine passée le premier congrès des VTC. Alors allons-y sur le congrès des VTC justement. Où est-ce qu'on en est avec Uber qui est en train de revoir un peu sa stratégie et puis l'ensemble des acteurs également qui se positionnent quoi. Aujourd'hui, sur le monde du VTC, on a beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés comme du côté des plateformes, certaines qui sont très axées envers les particuliers, d'autres qui travaillent beaucoup avec les entreprises. Nous, la semaine dernière, on a reçu pour le coup des chauffeurs et des exploitants VTC qui ont découvert beaucoup d'autres choses que simplement les plateformes. C'est-à-dire que sur 35 sociétés présentes qui exposaient leurs services et leurs produits, on avait 7 plateformes. Donc il y a énormément d'autres choses et c'est des chauffeurs qui travaillent aujourd'hui soit seulement avec les plateformes, soit avec des hôtels, des restaurants, etc. et qui viennent combler un peu avec les plateformes, soit sans les plateformes. Ouais. Bon, on est dans trois typologies de dans un monde en totale ébullition, quoi, en quelque sorte. Au niveau de la mobilité, je pense que autour de la table, de toute façon, ça se voit bien. Oui, Céline Dubois, vous, dans votre secteur, présentez-nous un peu aussi Cityscoot. Alors, Cityscoot, c'est un service de scooter électrique en libre service sans borne de recharge, donc du free floating. On a lancé à Paris en 2016 et on a aujourd'hui environ 2200 scooters à Paris. On a lancé également à Nice et on va doubler notre flotte d'ici la fin de l'année. Voilà, donc le service connaît un vrai succès. On a à peu près 90 000 utilisateurs aujourd'hui et on a réalisé plus de 3 millions de locations. Donc rien, bien sûr, par rapport sans doute aux chiffres d'Uber, que je ne connais pas d'ailleurs total, mais voilà. Mais on est assez fiers de cette aventure qui a un peu plus de 2 ans. Nice et puis d'autres projets probablement. Oui, d'ici quelques semaines à Milan. Ouais. Et on est déjà en discussion avec d'autres villes, donc Genève notamment. Et voilà, oui, à l'international. Oui, bien Beaucoup sûr. Plus à l'international que dans les grandes métropoles françaises. Les deux. On a envie d'être présent assez fortement en Europe, donc il y aura d'autres villes qui viendront ensuite. Ouais. On va voir dans un instant les enjeux avec vous. Félix, alors, Thibaut Guérin. Félix est une application de chauffeur en scooter électrique. Donc en fait, on a repris les modèles du VTC mais adaptés aux 2 roues, puisque s'est rendu compte que dans les métropoles, en fait, le temps de trajet, le temps de déplacement explose en 4 roues. Donc le 2 roues, notamment le scooter, est une véritable alternative. Quand on voit les décisions politiques qui ont été prises ces dernières années à Paris, en fait, on a vraiment aujourd'hui un laboratoire d'expérience parfait. Et Félix a, dans une actualité récente, fusionné avec le leader du taxi-moto traditionnel qui s'appelle Citybird. Et donc aujourd'hui, on a une offre globale qui permet aussi bien de se déplacer dans Paris, intramuros, en scooter électrique que d'aller aux aéroports. Vous travaillez ensemble ou vous travaillez frontalement en concurrence ? Bon, je pense qu'il y a un service pour chaque type d'usage, donc non, pas du tout frontalement. Nous, on a des activités complémentaires et nous, on voit en fait dans l'activité de Cityscoot aussi un moyen de démocratiser l'habitude de voir des scooters électriques dans Paris, donc on considère qu'on travaille pas du tout frontalement, mais au contraire plutôt en complément. Ouais. Au congrès donc des VTC, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait l'ensemble de ces plateformes qui avaient tendance à se développer, hein, les nouvelles. Quelle est la grande tendance du moment, Yann Azran ? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que justement, au-delà des scooters, on entend de grandes annonces sur les plateformes qui vont aussi sur les trottinettes électriques, etc. Uber qui parle aussi éventuellement de partir sur des rachats ou des expansions vers des scooters en libre service sans borne, etc. L'idée, c'est que on est sur une mobilité aujourd'hui qui a beaucoup changé dans ces 5 à 10 dernières années seulement. Cependant, on voit bien que malgré tout ce qui se passe, la place de la voiture reste quand même centrale. On a beau avoir énormément d'acteurs différents pour compléter,
malgré tout, les trajets aujourd'hui se font majoritairement en voiture, et donc le VTC est un de ces acteurs. Les taxis sont aussi bien entendu de la partie, et puis on a aussi tout autour beaucoup d'autres choses qui sont venues se greffer. En fait, c'est un maillage en quelque sorte du territoire et puis des activités quoi, qui se rapprochent. Quoi. Céline Voix, non ? Oui, aujourd'hui, l'ensemble des acteurs peuvent tester tous les services. Mais pour revenir... Travailler avec Uber, par exemple... nous, on est dans une réflexion aussi d'alliance. On est sollicité par un certain nombre d'acteurs, donc on est ouvert et on commence à réfléchir à tout ça. Ouais. Ils sont présents également sur des applications de mobilité plus larges comme Citymapper, si je dis pas de bêtises, et d'autres, donc qui permettent exactement d'aller pouvoir mettre différentes briques dans son trajet. Donc c'est super intéressant. C'est-à-dire que je vais pouvoir partir... Dans un trajet, alors prenons quelques exemples. Ouais. Quelqu'un qui va prendre le train, qui ensuite pourra prendre peut-être Uber à un moment donné, ou une voiture ou un autre, et ensuite aller sur une autre mobilité plus légère, électrique, telle que le scooter, la trottinette, le vélo, etc. Là où on était... marche à pied, métro, puis éventuellement marche à pied encore, ou bus, là maintenant les gens en effet ont plus tendance à changer marche à pied et bus par trottinette et ou scooter électrique ou une autre offre, mais ensuite le gros d'un trajet reste toujours sur ce qui était traditionnel. Est-ce que ça va venir à changer peut-être, mais... Oui, ce qu'il faut quand même présenter aussi pour l'utilisateur, c'est qu'il y ait une fiabilité quoi, sur l'ensemble de la chaîne, quoi, non ? Aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu, aussi bien sur une offre comme Cityscoot que sur la nôtre ou le VTC, c'est vraiment l'offre, c'est vraiment générer en fait une accessibilité aux moyens de transport la plus rapide possible. Ouais. Et il y a un enjeu vraiment sur le dernier kilomètre, comme le disait Yann. On voit aujourd'hui des acteurs comme la SNCF qui essayent de se positionner sur des applications porte-à-porte, type ID Pass. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion aujourd'hui de venir agglomérer une multitude de services dans une seule et même application, et à mon avis, à mon sens, c'est l'enjeu de demain. Oui, parce qu'il y a le départ évidemment, mais il faut avoir une garantie du retour en quelque sorte quoi, aussi. Oui, disons que je pense qu'au moment où on a à se déplacer, on réfléchit de quel moyen est le plus efficace. Ouais. Parfois on veut être le plus rapide possible, et on pense pas toujours au retour aussi. Oui, et on veut pas prendre le même mode de transport à l'aller comme au retour, la semaine ou le week-end, en famille ou seul, voilà. Ensuite, on va aussi être très dépendant de la clémence de la météo, quoi. C'est-à-dire que Cityscoot, Félix, etc., ou bien les trottinettes électriques et autres, on va devoir se dire, est-ce qu'il fait beau, pas beau aujourd'hui, même si, pour le coup, en scooter, on a plus tendance à se dire c'est pas grave, je me fais 5 minutes de scooter, mais les trottinettes électriques là-dessus, ça a fait un énorme boom avant l'été. On est à Paris, il y a la voirie qui a ses petits pépins, il y a aussi la météo, etc. Ça devient un véritable problème. Quoi, c'est des choses qu'il va falloir surveiller en tout cas. Il a fallu effectivement une certaine cohabitation des voitures et puis des vélos, les scooters à un moment donné, les trottinettes en fait aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut s'adapter quoi. Donc non, il y a eu un optimisme extraordinaire par exemple autour de ces trottinettes électriques. Je pense en effet que c'est super intéressant. Ensuite, moi j'ai tendance à dire on reste quand même à Paris, avec une météo qu'on connaît tous plus ou bien, avec des rues plutôt pavées, donc voilà, il faut revoir encore pas mal de choses avant que ce soit le moyen de transport ultra alors utilisé. Que le scooter peut-être a plus de on le voit perspective. De toute façon, on est toute la journée dans les rues, je pense que là-dessus on se rend bien compte qu'il y a des scooters qui tournent pas mal. Oui, qui tournent beaucoup. Alors on parlait de Paris, puis vous avez évoqué Nice tout à l'heure, et puis d'autres projets quoi. Quel est le public qui vient vers le scooter? Y avait des gens traditionnellement qui étaient en deux roues, qui ont pour une partie d'ailleurs abandonné leur deux roues. On le mesurera encore mieux dans 1 ou 2 ans, puisque c'est pas forcément à effet immédiat, puis surtout ça se mesure, c'est parce qu'il y a une offre globale, parce qu'il y a aussi des VTC, parce qu'il y a aussi des trottinettes, des vélos, et des transports en commun, puisque déjà nous on mesure que 10% de nos utilisateurs avant ou après utilisent un transport en commun. Et donc il faut être présent quand même justement près de ces grandes gares quoi, non? Les lieux sont assez stratégiques. Comment vous faites ça s'autorégule en fait, ça s'autorégule naturellement, on redispatche pas les véhicules. Il n'y a pas besoin de retravailler sur la redistribution, relocalisation. Il y a une rotation très importante, donc de fait, le scooter, il ne reste très peu de temps à un endroit. Ouais. Et sur le chargement, alors, comment ça s'opère ?
En fait, on a des équipes terrain qu'on appelle des loopers, on a déjà près d'une centaine de personnes sur le terrain et ça va encore continuer à grossir puisque comme on double la flotte, et c'est ce qui fait que quasiment tous les jours, l'intégralité des scooters sont vérifiés puisqu'on remplace la batterie et il y a un contrôle rapide qui est fait sur le véhicule. Donc, ce qui fait aussi qu'il reste en bon état. Pardon, l'autonomie, la batterie, c'est environ 70 km/h. 70 km. Donc, ce qui est un trajet quand même assez conséquent. Une journée en ville, un scooter je pourrais pas vous dire. Je sais que la moyenne des trajets, c'est environ 4 ou 5 km. Donc, voilà, on peut en faire un certain nombre. Ouais, on est assez loin. On pourra peut-être réutiliser aussi l'ensemble en fait, des bornes qui ont été abandonnées, qui vont être redistribuées dans les villes. On pense à Bolloré, quoi. Nous, en tout cas, on a utilisé pour une partie de notre lancement les bornes d'Autolib. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas une solution viable pour nous, donc on a des solutions privées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les prix ont augmenté de manière assez importante cette dernière année. Donc voilà, mais ce que je trouvais intéressant en fait dans les discussions, c'est que là où il y a une vingtaine d'années en fait, on avait le choix entre un acteur un peu institutionnalisé, donc Taxi, G7, etc. Aujourd'hui, on a un panel d'offres et en fait, on remet en fait dans les mains de la personne qui cherche se déplacer, la panoplie de choix qu'elle souhaite. Donc elle va faire un arbitrage entre le temps de trajet, la météo qui fait, comme le disait Yann, la disponibilité. Et donc aujourd'hui, en fait, on a autour de cette table une multitude d'offres qui est déjà représentative. Et donc c'est vraiment le consommateur qui devient véritablement acteur de son transport. Ouais, et Yann Nasran, comment ça se passe avec les collectivités locales également ? Parce que j'imagine qu'il faut dialoguer avec elles pour pouvoir investir un marché, s'implanter, non ? C'est une bonne question et c'est une question pour le coup moi-même je me retrouve pas dans ces situations avec les collectivités locales. Ensuite c'est sûr que on peut pas arriver en zone urbaine et commencer à faire tout et n'importe quoi. Je pense Céline, du moins va nous donner les secrets de Cityscoot. Cityscoot dès le départ a une approche responsable. Donc quand on a lancé à Paris, on l'a fait de manière assez proche avec la mairie de Paris qui nous a soutenus au démarrage et on continue à avoir ce dialogue. On a signé une charte au mois de juin avec la mairie, une charte de bonne conduite comportant un certain nombre d'engagements. Donc nous, notre démarche, on ne va pas dans une ville si on n'est pas bien accueilli et en respectant pas les règles qui s'imposent. Donc je dis ça parce que ça a son importance. On l'a vu avec le conflit Bolloré récemment ou avec d'autres qui ont voulu s'implanter avec de nouveaux modèles de vélos et où il y a eu quelques difficultés. Alors, ça aussi, c'est très intéressant, c'est que pour le coup, typiquement, Cityscoot va pas forcément trop connaître ce genre de problématique, mais les trottinettes électriques ou les vélos en libre service connaissent vraiment un problème, soit de vandalisme, soit de gens qui les cachent dans les porches d'immeubles, etc. C'est-à-dire qu'il faut aussi compter, et d'ailleurs on le voyait dans les Autolib avant, il faut aussi compter sur la manière d'être des gens, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes risquent de vandaliser ou bien de cacher, etc., ça va très vite être problématique. Donc il y a aussi, et c'est aussi une chose qui là, pour le coup, quand on est soit sur des véhicules un peu plus gros comme un scooter, soit avec un chauffeur dans le véhicule, on a entre guillemets un organe de contrôle ou l'impossibilité en tout cas d'aller faire ce genre de choses. Oui, ce que vous faites, vous pouvez repérer ils sont géolocalisés en temps réel, donc on sait où sont situés nos scooters. Et effectivement, pour nous, le scooter faisant un certain pas, il peut moins facilement être déplacé, caché. Voilà. En tout cas, quand il est verrouillé, c'est compliqué. Oui, Yann Nasran, peut-être pour poursuivre et revenir sur la stratégie de Uber, quelle est-elle pour demain, selon vous ? Est-ce que vous avez vu à travers le congrès des VTC, justement Alors, pour le coup, Uber, aujourd'hui, dans sa communication, parle beaucoup d'intermodalité, d'essayer d'aller ouvrir un maximum les vannes. D'ailleurs, hier ou avant-hier, le PDG d'Uber annonçait que dans moins d'une dizaine d'années, il serait à 50% seulement de voitures et donc 50% dans un peu tout le reste. C'est là justement qu'il parlait potentiellement de scooters en libre-service et autres. Malgré tout, voilà, quand ils disent tout est en train de changer, dans 10 ans on sera à 50% d'automobiles, ça montre bien quelque chose d'important et de fort. Aujourd'hui, le mode de transport, ça reste l'automobile pour une très très grande partie des gens. Alors nous, en effet, on est en ville, à Paris, donc on a le luxe de pouvoir avoir un petit peu d'autres choses, plus divertissantes peut-être, mais en tout cas, pour 40 millions des Français qui sont en province, etc., c'est juste impensable d'être dans d'autres situations
situations, donc ils sont dans en voiture, automobile. C'est-à-dire d'autres situations que la voiture, vous voulez dire aujourd'hui, à part moto, voiture, si on n'est pas en ville, c'est un peu compliqué d'envisager le déplacement quand même. Non, mais bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, il y a les solutions de covoiturage aujourd'hui, il y a les transports en commun qui se développent. 10 voitures. Non mais c'est vrai, voiture également. On n'est pas encore en covoiturage scooter, quoi. Oui, c'est ça. Thibaut Garin. Aujourd'hui, oui, comme le disait Yann, c'est vrai que les centres urbains, et je pense que c'est pour ça notamment que CityScoot part dans des villes avec des volumes de population conséquents, nécessitent en fait de faire beaucoup de volume. Donc, en effet, aller attaquer une ville sur laquelle le potentiel de développement est limité, en fait, ne fait pas trop sens pour des jeunes sociétés comme les nôtres. Oui, mais on le voit, de plus en plus de cœurs de villes, de grandes villes françaises, se restreignent de plus en plus à la voiture, quoi. Donc il y aura ces nouveaux modes de déplacement, quoi. Scooter, vélo, trottinette, ou autre, quoi. Oui, nous on prend positivement toutes ces annonces, parce qu'effectivement, même si la voiture reste un mode de transport essentiel, dans un centre urbain, ça prend 5 fois plus de place, par exemple, qu'un scooter. On voyage souvent seul. Donc, logiquement, on a envie de se tourner vers d'autres modes de transport et on voit ces démarches comme une démarche positive. Est-ce qu'à l'international, il y a d'autres grands exemples de CityScoot, enfin d'autres de concurrents? Il existe d'autres acteurs. Je pense qu'en nombre de scooters, on sera le leader, à la fin de l'année, mais il y a d'autres acteurs, effectivement, en Europe, principalement en Europe. Oui, principalement en Europe, oui. Ensuite, c'est sûr qu'en centre urbain, si on habite 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement de Paris, ça n'a aucun sens aujourd'hui d'avoir une voiture, et là-dessus je pense que c'était aussi une volonté, tout à l'heure on parlait des municipalités, etc. Je pense que c'était une des volontés de la mairie de Paris. Par contre, ça reste une réalité pour énormément de monde. Maintenant, sur la stratégie, tout à l'heure on abordait la stratégie d'Uber sur le long terme, on a énormément entendu parler de la voiture autonome ces derniers temps. Pareil, c'est très intéressant et ça va certainement arriver à un moment. Maintenant, on nous l'annonce comme si ça allait arriver demain matin. Honnêtement, pareil, quand on voit la ville de Paris, la manière dont elle est faite, j'ai du mal à imaginer des voitures autonomes en nombre, de manière volumineuse, c'est-à-dire certaines voitures autonomes, pourquoi pas, mais en nombre, dans les rues de Paris, avant les 10 prochaines années. Oui. Non, il faudra probablement du temps, hein, vous qui observez aussi cette évolution de la mobilité. Il faudra du temps, et comme le disait Céline, en fait, aujourd'hui, on est en train de basculer aussi sur de nouveaux types de mobilité. Quand on prend le modèle asiatique, on se rend compte que le 2 roues, en fait, est hyper plébiscité, parce que les temps de trajet en voiture sont juste impossibles. Aujourd'hui, en fait, à Paris, on se rend compte que les temps de trajet explosent en voiture, donc c'est pour ça que des solutions alternatives comme les nôtres... et donc, CityScoot a de belles perspectives, quoi. C'est ce que vous voulez dire, quoi, Thibaut Garin. Félix également. Félix également, vous êtes complémentaires. Oui, c'est ça. Vous êtes complémentaires. Et j'imagine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Yann Asran, que les grands groupes s'intéressent également à ces nouvelles solutions de mobilité, quoi. Très certainement. D'ailleurs, ça se voit, et c'est les annonces, beaucoup d'annonces vont dans ce sens, mais faut garder en tête que, voilà, moi par exemple, pour me rendre ici aujourd'hui, pour le coup j'ai pris un VTC, mais sinon j'aurais pris une voiture, même en autopartage ou autre, mais il faut garder en tête aussi que quand on va soit en rendez-vous professionnel, soit qu'on a des enfants, soit qu'on est à plusieurs, ces solutions restent limitées, certes très utiles, mais dans certaines situations. Ouais. Céline Dubois, sans trahir les secrets de CityScoot, quelle est votre volonté? C'est de s'allier demain avec un grand groupe, ou alors au contraire de bâtir une stratégie je pense que les deux, on a une feuille de route assez claire pour les 2 prochaines années, et puis plus loin bien sûr, mais on est ouvert aux alliances, on est sollicité et on discute avec pas mal d'acteurs là-dessus. Oui, tels que Uber ou d'autres acteurs, quoi. Forcément plusieurs acteurs du secteur. Parce que c'est très dynamique, forcément. Oui, c'est un secteur qui bouge en fait énormément, quoi. C'est un secteur qui bouge beaucoup. On se rend compte en effet, récemment, chauffeur privé a été acquis par Daimler. On travaille, nous, depuis le début en partenariat avec BMW Motorrad. On se rend compte que les constructeurs, que les grands groupes sont hyper intéressés par ces nouvelles alternatives, peut-être parce qu'elles n'ont pas fait en fait ce travail-là il y a 10 ou 15 ans, et qu'aujourd'hui elles ont un petit peu de retard, et que l'acquisition en fait... On vous snobait auparavant, aujourd'hui on vous déroule le tapis rouge, c'est un peu ça? Honnêtement, on nous a jamais snobé, on nous a plutôt toujours bien reçus. Mais on sent qu'il y a peut-être un retard à rattraper chez certains acteurs, et qu'aujourd'hui finalement des sociétés comme les nôtres qui sont plus flexibles et qui peuvent se croître plus rapidement intéressent très fortement. Ouais.
Il y en a 100. C'est vrai que ça bouge, ça évolue en fait énormément et que ces gros acteurs essaient de se restructurer en permanence, quoi. Tout à fait. C'est de nouveaux gros acteurs puisqu'ils viennent d'apparaître il y a quelques années, quoi. Mais comme le disait pour le coup Thibaut sur chauffeur privé qui a été acquis par Daimler, il y a aussi énormément d'autres acteurs de l'automobile plus traditionnels qui ont investi ces derniers temps sans pour autant acquérir dans des plateformes VTC. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que la mobilité bouge, la mobilité avance, et avec ça, il faut aussi suivre. Et c'est un des grands challenges qu'ont aujourd'hui les constructeurs automobiles, mais je pense que tous se sont très rapidement justement mis à la page. Oui. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission sur Mobility TV. Vous le voyez, ce secteur de la mobilité a encore énormément de choses probablement à découvrir dans les mois qui viennent et puis les années qui viennent avec ces stratégies qui sont revues en permanence.